Bonsoir, merci de votre présence et de votre intérêt pour le sujet. Donc ces antioxydants qui sont si précieux pour notre santé, mais pourquoi sont-ils si précieux? Une façon de répondre, c'est de savoir effectivement à quoi ils servent. Eh bien, ils servent à nous protéger des radicaux libres. Vous avez sûrement entendu ce terme. Un radical libre, c'est un groupe d'atomes, en général avec un oxygène, un atome oxygène, mais qui a un électron impair. Il va donc avoir qu'une idée, c'est se précipiter sur d'autres radicaux de façon à les oxyder. Et ça déclenche chez nous une réaction inflammatoire. Alors, où et quand sommes-nous confrontés à ces éléments ? Il y a des sources exogènes, c'est-à-dire autour de nous. L'ozone atmosphérique, par exemple, cause un dommage direct. C'est O3, hein, la formule, c'est donc un oxydant direct sur nos cellules pulmonaires. Et il y a aussi, on peut citer également des éléments radioactifs qui induisent une oxydation de nos gènes, avec l'acide désoxyribonucléique, et qui causent des mutations. Mais ce dont on va surtout parler ici, c'est la source endogène. Et ça, c'est les cellules de notre système immunitaire qui répondent à une agression en produisant des radicaux libres ou des molécules oxydantes, et c'est ce qu'on appelle la réaction inflammatoire. Alors, il y a deux sortes, essentiellement. L'inflammation aiguë, c'est l'origine infectieuse. Vous avez une bactérie, généralement un staphylocoque doré, qui vient infecter votre peau. Les macrophages et les nucléaires se précipitent, produisent les radicaux libres qui tuent les germes. Vous reconnaissez tous, là, ici, le furoncle classique. Et le puits est formé, effectivement, par les macrophages et les polynucléaires qui détruisent, avec des radicaux libres qu'ils forment, les germes. Avec le virus, l'effet des macrophages est un peu différent. Ils fabriquent des substances pyrogènes, c'est-à-dire qui font de la chaleur, qui montent jusqu'à l'hypothalamus et qui font une fièvre. Cette forte fièvre des maladies virales, de la grippe, vous connaissez par exemple, aide à éliminer le virus. Donc dans ce cas, la réaction inflammatoire est bénéfique et il ne faut absolument pas s'y opposer. Au contraire, dans le cas de l'inflammation chronique, que l'on dit aseptique parce qu'elle n'est pas liée à la présence d'un microbe, d'un virus ou d'une bactérie, elle s'accompagne quand même, cette infection chronique, aseptique, à bas bruit, de production de radicaux libres, toujours pareil par nos cellules d'un type immunitaire, macrophages polynucléaires. Alors ici aussi on va retrouver une source exogène. Il y a dans l'environnement, la pollution atmosphérique par exemple, les particules fines, les dioxydes d'azote, qui vont agresser nos cellules pulmonaires, les agacer jusqu'à ce que les macrophages viennent pour s'en défendre, et une source endogène. On sait que l'obésité, par exemple, s'accompagne d'une production de cytokines, c'est des molécules qui sont sécrétées par l'adipocyte, par les cellules des peaux graisseux, et qui, elles sont pro-inflammatoires, elles suscitent une inflammation, une réaction de nos macrophages à bas bruit. Et il y a aussi, quand on vieillit, il faut se débattre. Nos cellules vieillissent, elles commencent à encombrer par-ci par-là les vaisseaux, d'autres dépôts, etc. Et il faut les nettoyer. Et une fois de plus, c'est les macrophages qui vont s'en occuper. En général, cette réaction clinique, cette réaction inflammatoire aseptique à bas bruit n'a pas de manifestation clinique. On peut retrouver un marqueur biologique, c'est la mesure de la protéine C réactive. Mais surtout, il faut savoir que cette réaction inflammatoire à bas bruit a des conséquences pathologiques extrêmement graves. Elle est présente dans toutes les maladies chroniques dégénératives, maladies cardiovasculaires, cancers et maladies neurodégénératives. Et c'est ici que le rôle préventif des antioxydants nutritionnels est également le plus important. Alors, parlons maintenant de ces antioxydants nutritionnels, maintenant que nous savons où ils vont agir et pourquoi. Deux grandes catégories, les vitamines C et E, qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de notre organisme. Autrement dit, elles sont antioxydantes, mais elles ont beaucoup d'autres fonctions dans notre corps qui sont essentielles, elles sont vitales, c'est pour ça qu'on dit que c'est des vitamines. Au contraire, les phytonutriments, qui sont essentiellement les caroténoïdes, vous verrez les plus importants, caroténoïdes et composés phénoliques, sont en fait des molécules qui appartiennent au domaine végétal, aux plantes, et ce sont des adjuvants. Elles n'ont pas de fonction essentielle dans notre organisme, et voilà, elles vont nous aider à réagir et à nous protéger.
Ces deux catégories ont un point commun, elles piègent les radicaux libres, soit parce qu'elles ont une longue chaîne avec double liaison, soit par des radicaux di ou trihydroxyle, je vais vous montrer. Et les deux catégories ont des propriétés supplémentaires liées au reste de la structure. Ici, je vous montre la structure de la vitamine C. Vous voyez entouré de rouge le radical hydroxyle et également le radical hydroxyle ici sur la vitamine E. Alors la vitamine C, elle s'élimine assez rapidement, donc il faut des apports quotidiens. Au contraire, la vitamine E est stockée dans l'organisme. Elle n'est pas très bien absorbée, mais elle est stockée dans l'organisme. Elle a même une protéine pour la transporter. Elle est très chouchoutée, la vitamine E. Et la vitamine E naturelle, celle que l'on va trouver dans les végétaux, est constituée de 4 tocophérols, alpha, bêta, gamma, delta, et de 4 tocotriénol, alpha, bêta, gamma, delta. Or, quand on fait de la vitamine E qu'on vous donne en pilule, c'est une vitamine synthétique qui ne contient que l'alpha-tocophérol. Ici, la structure du bêta-carotène, vous voyez toutes les doubles liaisons sur la longue chaîne de terpènes. C'est la biodisponibilité du bêta-carotène, et biodisponibilité, ça veut dire qu'est-ce qu'elle devient dans notre organisme. On l'absorbe, elle se métabolise, on l'élimine, c'est ça la biodisponibilité. Donc le bêta-carotène, pour l'absorber, il faut le cuire, et il faut le cuire essentiellement avec un corps gras. Autrement dit, la meilleure façon d'avoir des taux élevés de bêta-carotène dans le sang, c'est de manger de la sauce tomate faite avec de l'huile d'olive. C'est comme ça, c'est beau, ça vous apporte beaucoup plus de bêta-carotène que si vous mordez dans un abricot ou si vous mangez une tomate. Donc, meilleure absorption après cuisson dans de l'huile. Les polyphénols, eux, sont au contraire hydrosolubles. Leur élimination est très rapide. Vous voyez qu'ils ont un nombre important de radicaux hydroxyles qui leur permet donc d'être des pièges pour les radicaux libres. Il faut donc il y a une nécessité d'apport fréquent. Autrement dit, si vous mangez si vous consommez des composés phénoliques, si vous êtes dans un repas, eh bien, il faut consommer pratiquement à tous les repas parce qu'autrement, il ne reste pas suffisamment longtemps dans votre organisme. Alors la vitamine C, elle, on va voir maintenant les propriétés spécifiques de chacun de ces antioxydants. La vitamine C est hydrosoluble et elle est thermolabile. Vous le savez tous, quand on fait cuire un aliment, on perd un peu de sa vitamine C. Les sources, pratiquement tous les fruits, et beaucoup de légumes, à condition bien sûr qu'ils soient crus. Enfin, il vous en reste toujours un peu quand c'est cuit, mais c'est quand même mieux quand c'est cru. Alors les plus importants, c'est les agrumes, les kiwis, le cassis, tous les fruits rouges en particulier, et les légumes, le poivron rouge, le persil, le chou. On compte qu'il faut apporter au moins 100 mg par jour de vitamine C pour couvrir les besoins. Bon, donc elle est antioxydante, elle piège les radicaux libres, c'est pour ça que nous en parlons. Chose importante, elle régénère la vitamine E. Il y a une complémentarité permanente entre la vitamine E et la vitamine C. Quand la vitamine E s'oxyde parce qu'elle s'est opposée à la peroxydation d'un acide gras polyinsaturé, la vitamine C est là juste pour lui enlever justement cette oxydation et la régénérer. Mais elle a d'autres fonctions importantes et parmi elles, une que je trouve très intéressante du point de vue nutritionnel, c'est qu'elle aide à absorber le fer non héminique. Vous savez que le fer que l'on absorbe le mieux, c'est le fer qui est attaché à l'hémoglobine, donc le fer qui est attaché aux animaux qui ont du sang rouge. Donc on dit toujours, pour avoir du fer, il faut manger beaucoup de viande, etc. Or, les végétaux ont aussi du fer, mais il n'est pas attaché à l'hémoglobine pour la raison que les végétaux n'ont pas d'hémoglobine. Donc il est moins facilement absorbé et la vitamine C exerce une action sur ce fer non héminique qui fait qu'on l'absorbe davantage. Elle sert aussi à la synthèse des catécholamines qui sont des neurotransmetteurs du système sympathique et parasympathique. On a découvert la vitamine C par son énorme carence qui était le scorbut. Vous savez, vous connaissez tous l'histoire des marins qui évidemment avaient le scorbut et puis comme on a embarqué de la choucroute sur les bateaux pour combattre le scorbut. Donc, c'est en prévention nutritionnelle, elle protège contre tous les agresseurs qui déclenchent dans notre organisme une réaction inflammatoire et donc pour leurs conséquences pathologiques. Alors, je vous donne ici un exemple, le cancer de l'estomac, on part d'une muqueuse normale,
Et on peut arriver à une gastrite chronique atrophique qui est induite soit par une chirurgie, quelquefois une chirurgie pour un ulcère, ou bien par un excès de sel, des poussières, une gastrite superficielle due à un germe qui s'appelle Helicobacter pylori. Donc cette gastrite chronique atrophique peut se transformer en métaplasie intestinale, et là on s'approche vraiment de l'état cancéreux, sauf si vous avez suffisamment de la vitamine C dans votre estomac en particulier et du potassium qui vont s'opposer à cette transformation qui est dangereuse parce que la métaplasie intestinale peut donner une dystrophie sévère sous l'effet des nitrites. En fait, ce sont les nitrates que vous ingérez. S'il n'y a pas d'antioxydants dans votre estomac, ils vont se transformer en nitrites, les nitrates, et ils sont un facteur de transformation de la métaplasie intestinale en dystrophie sévère. Et bien sûr, le bêta-carotène, la vitamine C, la vitamine E vont être là, présents, on l'espère, dans votre estomac pour s'opposer à ça. Et parce que la dystrophie sévère, elle donne assez rapidement, je n'appuie pas sur le bon truc, un cancer. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de l'action de la vitamine C. Alors la vitamine E, elle est liposoluble, donc on va la trouver dans les corps gras, mais on en trouve quelquefois dans les végétaux également. Elle est stockée dans le tissu adipeux. Son absorption est relativement faible, on n'absorbe en général que 30 à 40% de ce qu'on ingère. Les sources sont les huiles végétales, essentiellement, et surtout les huiles qui contiennent des acides gras polyinsaturés, comme l'huile de tournesol, par exemple, ou l'huile de pépins de raisin, mais on en trouve aussi dans l'huile d'olive. Les fruits à coque, les amandes et les noisettes, en général, parce que les amandes contiennent aussi des acides gras polyinsaturés, les tomates dans les pépins, donc ne jetez pas les pépins de vos tomates, vous les mangez, les poivrons, les épinards, les brocolis. Le besoin, c'est 11 mg par jour pour les hommes, 10 mg par jour pour les femmes. Alors, ces fonctions, toujours pareil, elle est antioxydante. Alors, elle est spécialisée dans le bon fonctionnement de la peroxydation des lipides, et notamment la chaîne de l'acide arachidonique qui amène à des composés dont nous avons besoin. Mais elle protège aussi les membranes cellulaires, et en particulier au niveau de la peau. On sait très bien que la vitamine E fait du bien à la peau. Elle protège le cholestérol LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, de l'oxydation. Donc ça fait que ça diminue la plaque athéromateuse, qui est évidemment à l'origine de l'artériosclérose, ça diminue la prolifération des muscles lisses et la réaction inflammatoire des monocytes. Tout cela constitue la plaque athéromateuse, donc elle joue un rôle important là-dedans. Et puis elle est un vasodilatateur et un anti-agrégant plaquettaire. Enfin, elle a d'autres fonctions dans la signalisation cellulaire et la régulation des gènes, qui sont des fonctions un peu plus complexes, mais nécessaires à notre organisme. Alors, dans les maladies cardiovasculaires, donc voilà les risques des maladies cardiovasculaires et la mortalité. Les produits végétaux, huiles végétales, les antioxydants, les fibres, les phytostérols et les folates vont diminuer ces risques. D'abord l'oxydation du cholestérol. Donc vous voyez avec les flèches anyway, de toute façon, les produits végétaux, les huiles végétales, les antioxydants vont s'opposer à cette oxydation du cholestérol, à l'obésité et au surpoids. Manger beaucoup de légumes, c'est évidemment un régime qui génère moins d'obésité que si l'on consomme des produits animaux. Et là-dessus, bien sûr, dans ces produits végétaux, antioxydants, et surtout dans les antioxydants, vous retrouvez la vitamine E. Et à côté de ces produits végétaux, vous avez l'importance des acides gras oméga 3 qui jouent un rôle que l'on trouve dans le poisson, l'huile de soja, le colza, les noix, qui jouent un rôle en diminuant le risque lié à l'élévation des triglycérides et aussi un rôle sur la mortalité. Et là, la vitamine E a un rôle important parce qu'elle protège justement ces acides gras oméga 3 et donc ils vont être absolument disponibles pour apporter leur prévention nutritionnelle. Alors après, dans ma diapo comporte effectivement les facteurs soit de réduction de risque, soit de gravité, mais qui sont bien sûr des facteurs qui apportent un risque selon quantité. Mais ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Donc, la vitamine E, donc vous voyez, c'est important. Donc, on a dit c'est tellement important, mais il faut savoir qu'on a
un apport limité, vous l'avez vu, 10 mg pour les femmes, 11 mg pour les hommes. Et quand on a apporté de la vitamine E en dose plus élevée, on s'est exposé à un risque d'hémorragie. C'est l'étude ATBC, une étude finlandaise, où on a traité des gens, on en reparlera après parce qu'elle est plus importante pour le bêta-carotène, mais on leur a donné il y avait un groupe qui recevait 50 mg de vitamine E. En plus, ce n'était pas les 4 tocophérols, c'était uniquement l'alpha-tocophérol synthétique. Et on est arrivé à une hémorragie sous-arachnoïdienne. Il y a eu des cas d'hémorragie sous-arachnoïdienne avec une certaine mortalité. Pourquoi? Parce que justement la vitamine E, si vous en donnez trop, elle va complètement bloquer la chaîne de peroxydation de l'acide arachidonique, donc on n'aura plus de thromboxane qui est un facteur de coagulation produit, et dans ce cas on a un risque d'hémorragie. On a également trouvé un risque de cancer de la prostate, également dans une étude d'intervention conduite aux États-Unis sur un nombre important d'hommes. Vous avez vu plus de 35 000 hommes, chez des gens qui n'avaient pas des PSA élevés, c'est-à-dire qui apparemment n'apparaissaient pas à risque pour le cancer de la prostate. Là aussi, autant de vitamine E, de l'alpha-tocophérol synthétique, et on a eu un risque augmenté de 13% de cancer de la prostate. Donc, on sait bien que on commence à savoir, là, c'est la première fois que je vous en parle, que ces antioxydants qui font du bien, ils font du bien à bon escient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément augmenter les doses et que finalement un apport synthétique n'est pas tout à fait l'apport naturel. Donc on arrive aux caroténoïdes. Alors les caroténoïdes, c'est une grande famille de produits, je ne vais pas tous vous parler de tous, je vais parler des plus importants. Ils sont tous antioxydants, c'est des liposolubles, comme je vous l'ai déjà dit, donc il faut les faire cuire dans le gras. Mais ils ont d'autres fonctions et ils ont des sources variées. Alors le premier groupe, qui est le groupe le plus important, qu'on connaît le plus en général, c'est le bêta-carotène, alpha-carotène, bêta-cryptoxanthine. Pourquoi sont-ils les mieux connus et sont-ils importants? Parce que c'est des provitamines A, c'est-à-dire que nous pouvons évidemment consommer de la vitamine A toute déjà synthétisée dans les produits animaux, notamment le foie de veau par exemple, mais nous pouvons aussi la synthétiser dans notre organisme à partir de ces caroténoïdes, de ces 3 caroténoïdes. Donc en dehors de ça, d'être provitamine A, elle diminue l'insulinorésistance. Alors on les trouve ces caroténoïdes dans tous les légumes et les fruits, rouge, orange et jaune, ça c'est les couleurs des caroténoïdes. Et pour la bêta-cryptoxanthine, c'est vraiment le seul fruit où on va trouver un caroténoïde, enfin c'est pas le seul fruit, mais c'est un fruit, le seul fruit où l'on trouve un caroténoïde de cette sorte, dans les agrumes, c'est important. Donc ensuite, il y a un autre groupe qui est extrêmement important, qui est la lutéine et la zéaxanthine, la lutéine étant plus efficace, qu'on appelle aussi des xanthophiles parce qu'ils sont jaunes, xanthos ça veut dire jaune en grec. Ils entrent dans le bon fonctionnement de la rétine, ils sont présents dans la macula, qui est cette petite tache jaune au fond de votre rétine qui permet la transformation de l'image captée par l'œil vers le cerveau, donc c'est extrêmement important. Alors la lutéine, elle se trouve dans tous les légumes à feuilles vertes, c'est un peu étonnant pour un carotène jaune, mais c'est comme ça. Et par contre, la zéaxanthine est dans le maïs, qui lui est en général jaune, mais pas toujours. Un autre qui est relativement connu, c'est le lycopène. Il est connu parce qu'on a pensé à un moment donné qu'il diminuait le risque de cancer de la prostate, mais c'était une fausse information, fake news, voilà. Et en réalité, il a d'autres fonctions, il diminue l'insulinorésistance aussi. Alors il se trouve dans tous les fruits qui sont vraiment rouges, c'est-à-dire la tomate, les pastèques rouges, le sandia et les pamplemousses roses. Je vais vous mentionner aussi l'astaxanthine, parce qu'elle se trouve dans les crevettes. Si les flamants roses sont roses, c'est parce qu'ils mangent des crevettes qui contiennent de l'astaxanthine. Et si le saumon est bien rose aussi, surtout le saumon d'élevage, c'est parce qu'on lui donne de l'astaxanthine spécifique, parce qu'il est très peu nourri avec vraiment des crevettes. Donc il faut compenser. Voilà, donc pour cette description, quelle est leur prévention nutritionnelle? Ils protègent le cholestérol LDL de l'oxydation. Ils participent donc à la prévention de toutes les maladies dégénératives liées à l'âge. Mais en fait, ce qu'il y a d'important, surtout pour le bêta-carotène,
c'est que c'est vraiment le gendarme des agresseurs oxydants et il consomme ces agresseurs antioxydants. Autrement dit, non, c'est les agresseurs antioxydants qui consomment le bêta-carotène. Autrement dit, les gens qui fument ont peu de bêta-carotène, les gens qui sont exposés à la pollution atmosphérique ont peu de bêta-carotène. Ça, nous l'avons, expérimenté et travaillé et montré nous-mêmes dans plusieurs études, mais on sait aussi que les gens qui s'exposent trop au soleil, leur bêta-carotène diminue, et alors on peut se poser la question s'ils sont marqueurs ou protecteurs. Les besoins, on ne peut pas les déterminer parce que ce n'est pas une vitamine, en général on dit c'est 2 à 4 mg par jour, mais je veux revenir sur cette question, est-ce que c'est un marqueur ou un protecteur? Le tabac, la pollution atmosphérique donne le cancer du poumon. Le tabac et la pollution atmosphérique diminuent le taux, entraînent un taux faible de carotène, puisque le tabac et la pollution les consomment. Mais est-ce qu'on peut dire pour ça que, on dit sûrement que le bêta-carotène peut-être neutraliser l'effet du tabac et de pollution atmosphérique, mais on ne peut pas dire vraiment que le taux de bêta-carotène diminue le risque de cancer du poumon. Donc il faut toujours réfléchir à ces chaînes de cause à effet quand on parle notamment en santé-environnement. En effet, quand on a vu, quand tout le monde trouvait, tous les gens qui ont commencé à faire de l'épidémiologie trouvaient qu'effectivement, si vous fumiez, vous n'aviez pas de bêta-carotène. Donc, comment on protège du cancer du poumon? En donnant beaucoup de bêta-carotène. Et ça a été l'idée de cette étude à TBC en Finlande, dont je vous ai parlé à propos de la vitamine E. Là, on leur donnait 20 mg de bêta-carotène. Alors, je vous ai dit que c'est entre 2, 4 mg, plus 50 mg de vitamine E. On a eu une augmentation de 16% de l'incidence du cancer du poumon. Bien sûr, c'était aussi un bêta-carotène synthétique. Bon. Idem à l'étude Carrette aux États-Unis. Là, c'était des ouvriers qui avaient été exposés à l'amiante ou qui fumaient. On les traite avec des taux élevés de bêta-carotène, enfin on leur donne en prévention et puis on arrête l'étude comme précédemment parce que augmentation de 80% de cancer du poumon chez les gens exposés à l'amiante et augmentation de 40% de cancer du poumon chez les gens qui fumaient. Dans l'étude 3N que vous connaissez peut-être, parce que c'est une étude nationale française qui a été, avec un questionnaire qui a été envoyé en particulier à toutes les femmes qui travaillent dans l'éducation nationale par la MGEN, on a trouvé que les femmes qui consommaient pas mal de bêta-carotène et qui en plus prenaient un supplément, si elles étaient fumeuses, augmentation de cancer du poumon. Donc, par contre, l'étude américaine chez les médecins, et ça tombait bien, il y avait moins de 10% de fumeurs chez les médecins, ce qui n'est pas toujours fréquent, mais en fait, là, le bêta-carotène n'a pas fait d'effet. Donc, effectivement, il faut bien la rencontre des deux, une dose trop élevée de bêta-carotène qui devient pro-oxydant dans le parenchyme pulmonaire et des cellules précancéreuses. Voilà. Maintenant, il faut bien se dire que avec l'âge avançant, nous avons beaucoup de chances d'abriter tous des cellules précancéreuses, parce que justement ces cellules sénescentes qui sont là peuvent se transformer et être prêtes à trop proliférer et à devenir cancéreuses. Donc il faut faire attention à cette supplémentation et savoir ce qu'on fait. Mais on a pensé aussi que peut-être il y avait un problème parce que c'était pas les antioxydants n'étaient pas donnés ensemble. Alors on a donné ensemble des bêta-carotène à une dose un peu plus convenable, 15 mg, et 30 mg de vitamine E et de sélénium. On a donné ça à une population très carencée du centre de la Chine. Et là, on a eu une diminution de 21% de tous les cancers et 19% pour l'estomac. Par contre, un Suvimax, que vous connaissez peut-être aussi, qui est une étude de supplémentation qui a été conduite en France, où on donnait 6 mg de bêta-carotène, ce qui n'est pas tellement plus que ce qu'on recommande, 30 mg de vitamine E, ça c'est déjà trop, sélénium 100 microgrammes, zinc 20 microgrammes. Tous les cancers ont été diminués de 30% chez les hommes carencés, c'est-à-dire probablement les hommes qui fumaient, qui avaient peu de bêta-carotène et qui étaient carencés d'une façon générale. Mais on a eu une augmentation de risque de cancer de la prostate chez des gens qui avaient des PSA un peu élevés. Donc on retrouve cette situation où quand vous êtes un peu à risque pour le cancer et vous supplémentez, ça risque de faire des dégâts, et de la peau chez les femmes. Donc
de nouveau, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, à la personne que vous avez devant vous, quand vous prenez un supplément, si vous êtes un médecin, et vous-même, quand vous allez chez le pharmacien ou ailleurs acheter des suppléments, il faut bien connaître tout cela. Alors, si les caroténoïdes sont une grande famille, ben les phénoliques, c'est une énorme famille. Il y en a des milliers quasiment. Ils sont synthétisés par les plantes pour les protéger des rayons UV, pour les protéger de la sécheresse, par exemple, attirer les pollinisateurs. C'est des phytonutriments. Les plantes font ça pour elles. Et on s'est aperçu, j'en profite pour le mentionner, que justement les légumes et les fruits cultivés selon le cahier des charges biologiques, qui en général protègent un peu moins l'agriculture, la croissance et la culture des végétaux, eh bien, ils ont, c'est prouvé, davantage de composés phénoliques que les végétaux qui sont cultivés selon l'agriculture conventionnelle. Les composés phénoliques, généralement, on a deux classes, les flavonoïdes, flavonol, quercétine que l'on trouve dans le thé, l'oignon, les pommes, le camphérol que l'on trouve dans les fraises, le brocoli, l'épinard, l'isoflavone qui sont les phytoestrogènes du soja, vous avez probablement entendu parler de ça, mais on les a aussi dans les autres légumineuses, nous n'avons pas tellement besoin de consommer du soja, on peut consommer des lentilles, des pois chiches, on a des isoflavones. Les flavanols, catéchines et dérivés qui sont dans le vin, le thé et le chocolat. Donc ça c'est pour vraiment faire plaisir, quoi. Les anthocyanidines qui sont dans les fruits rouges et la betterave. Les non-flavonoïdes, alors là il y a les lignanes qui sont aussi qu'on l'on trouve dans les graines de lin et de sésame et dans l'huile d'olive. Alors il y a le phytonutriment. Il y en a un qui s'appelle le pinorésinol, l'autre qui s'appelle le sécoisola résinol, enfin je n'ai pas voulu écrire tout ça, d'autant plus que ce qui est important, c'est les entérolignanes, les métabolites que notre microbiote, qui est le nom actuel pour la flore colique, fait de ces phytonutriments. Elle les transforme dans notre côlon, ça devient des entérolignanes, entérodiol, entérolactone et col, et c'est ça qui est intéressant pour nous. Dans les non-flavonoïdes, on trouve le resveratrol, qui se trouve dans le vin, et qui augmenterait l'espérance de vie en diminuant le risque de maladies neurodégénératives essentiellement. Des acides, pécumariques dans les pommes la poire, caféiques dans le café poire, chlorogéniques, tomates, carottailles, etc. L'oleuropéine, l'olécanthal, et l'hydroxytyrosol, qui est un métabolite de l'oleuropéine, et l'oléocanthal, lui, est un anti-inflammatoire extrêmement important qui ressemble beaucoup à l'ibuprofène. Donc tout cela se trouve dans l'huile d'olive et donc je ne résiste pas à vous montrer combien l'huile d'olive est un apport intéressant. Pour ces composés phénoliques, donc elle contient de la lutéoline et de la pigénine, je vous en ai pas parlé, des lignanes, ce pinorésinol qui se transforme en entérolignanes, l'oleuropéine avec le tyrosol et l'hydroxytyrosol, l'oléocanthal, l'acide alpha-linoléique, les phytostérols, les triterpènes qui sont aussi intéressants notamment au point de vue anticancéreux et la vitamine E. Donc vous avez là l'exemple d'un produit végétal qui vraiment contient une panoplie d'antioxydants tout à fait intéressants. Alors, comment va-t-on utiliser ces composés phénoliques en prévention nutritionnelle? Ils sont tous antioxydants, ils protègent tous les structures cellulaires en inhibant des facteurs pro-oxydants, les cytokines pro-inflammatoires et en activant des facteurs antioxydants, mais ils ont nombreuses autres fonctions dans divers états pathologiques. Là, c'est comme pour les caroténoïdes, étant donné que ce n'est pas des vitamines, on ne peut pas dire vraiment de combien on en a besoin. On pense que 1-2 grammes au total de composés phénoliques serait suffisant. Alors, pour les maladies cardiovasculaires, il diminue l'oxydation du LDL cholestérol, il diminue la synthèse du cholestérol, il protège la vitamine E, comme la vitamine C, il diminue l'agrégation plaquettaire, il diminue le risque d'AVC de 20%. Il diminue les maladies neurodégénératives en ralentissant le déclin cognitif, en diminuant le risque vasculaire et les plaques amyloïdes qui sont, vous le savez, typiques de la maladie d'Alzheimer. Je vous montre ici
un examen, un résultat d'une étude. Donc ici, vous avez tout le nom des études, vous voyez, le nom des études qui ont étudié la relation entre l'AVC et la consommation de flavonols. C'est une étude, il y a plusieurs études. Zutphen a été fait en Hollande, ATBC en Finlande, ça c'est aux États-Unis, au Japon, voilà. Donc il y a beaucoup d'études. Et ces études, la barre verticale ici, c'est 1, c'est les témoins. Là, il n'y a ni augmentation ni diminution de risque. Donc vous voyez que les études se placent plutôt à gauche de la barre, c'est-à-dire du côté où le risque relatif est diminué. Et donc au total, on a une diminution de risque d'AVC par la consommation de flavonols. Il y a un faisceau d'études quand même qui ont tendance à montrer l'efficacité. Au niveau des cancers, eh bien, il diminue les enzymes de phase 1 et augmente les enzymes de phase 2. L'enzyme de phase 1, c'est un enzyme qui, quand l'organisme absorbe une molécule étrangère, qu'on appelle xénobiotique, les enzymes de phase 1, les cytochromes en particulier, le transforment de façon à ce qu'il soit pris en charge par les enzymes de phase 2 qui vont alors l'éliminer. Et les composés phénoliques, ils font ça très bien, ils diminuent les enzymes de phase 1 qui transforment les xénobiotiques en cancérogènes potentiels et ils augmentent les enzymes de phase 2. Donc ils font ce qu'il faut pour pouvoir éliminer ces xénobiotiques qui pourraient être cancérigènes. Ils répriment certaines protéines, il ne s'agit pas ici de protéines alimentaires, mais de protéines génomiques qui sont impliquées dans la prolifération cellulaire et dans l'apoptose et dans l'inflammation. Donc il a un effet au niveau de la régulation des gènes. Les isoflavones sont des phytoestrogènes, ça c'est celle du soja, qui diminuent le risque de cancer de la prostate. Et les lignanes, qui sont précurseurs des entérolignanes, entérodiol, entérolactone, ont une action sur le métabolisme des estrogènes et elle les fait éliminer plus facilement et de façon à ce qu'ils ne risquent pas une mutation qui pourrait être cancérigène. Alors je vous montre là justement dans l'étude de 3N dont je vous parlais tout à l'heure l'effet des entérolignanes sur le cancer. Du sein chez la femme, voilà. Donc là, vous retrouvez le 1 qui veut dire là, il n'y a pas d'effet. Et quand on augmente, vous voyez, la quantité d'exposition aux entérolignanes, eh bien, le cancer du sein diminue et de façon significative puisqu'il ne touche plus la barre ici des témoins et d'à peu près 20% également. Donc, pour être complet dans tout le tour de ces antioxydants, il y en a quelques-uns qui ont été moins étudiés pour leur fonction antioxydante, mais les sulfures d'allyle, par exemple, sont quand même des apports importants. Ce sont les aliacées, c'est-à-dire les oignons et l'ail, et ils diminuent les cytokines pro-inflammatoires de l'obésité, ils diminuent la synthèse du cholestérol, c'est un peu différent, ils diminuent les enzymes de phase 1 et augmentent les enzymes de phase 2, et on a montré spécifiquement qu'ils diminuaient le risque du cancer gastrique et du cancer colorectal. Il y a de belles études sur consommation d'ail et cancer colorectal. La curcumine, qui vient d'une plante asiatique qui s'appelle le curcuma, elle induit les enzymes antioxydantes, c'est-à-dire qu'on sort des antioxydants nutritionnels. Nous avons dans notre organisme des enzymes antioxydantes, la glutathion peroxydase, la catalase, etc. Et donc la curcumine induit ces enzymes et elle est aussi anti-inflammatoire. Et puis les isothiocyanates des crucifères, ça c'est très important, ils ont un effet antioxydant, un effet anti-inflammatoire, un effet épigénétique anticarcinogène, c'est-à-dire qu'ils sont capables de modifier la superficie de nos gènes, si vous voulez, des radicaux méthyl ou des histones qui sont au-dessus de l'acide désoxyribonucléique. Ils les modifient de façon à résister au cancer. Ils diminuent les enzymes de phase 1 et ils augmentent les enzymes de phase 2. Donc, en conclusion, la première chose dans une conclusion, c'est de récapituler un peu tout ce qu'on vient de dire et tout ce qu'on vient de faire et ce qui est important. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est qu'il y a un grand nombre de micronutriments antioxydants.
que ces antioxydants montrent une réduction des maladies chroniques génératives qui est soit possible ou même probable. Donc ça vaut la peine vraiment d'en tenir compte. On sait aussi que cet effet antioxydant des phytonutriments est associé à d'autres fonctions qui sont intéressantes, donc double intérêt. On a vu qu'il y avait une diversité de mécanismes, une diversité des sources, mais essentiellement végétales. Et on voit aussi qu'il y a une synergie dans un même aliment. Donc ça souligne, si vous voulez, l'importance de l'apport alimentaire végétal et l'apport alimentaire dans son entier, parce qu'il peut y avoir des synergies d'antioxydants dans un aliment également. Et puis il y a ce qu'on appelle l'effet matrice, c'est-à-dire que du moment que vous consommez le phytonutriment dans la matrice alimentaire, il est mieux absorbé. Les antioxydants se trouvent essentiellement ici. Voilà, tous les antioxydants. Donc, avec les céréales et les légumineuses, on va essentiellement se trouver à un apport de vitamine B, de fibres, des phytoestrogènes, des minéraux. Mais avec les légumineuses, on a quand même quelques composés phénoliques. Mais vous allez voir, avec les fruits et légumes, alors c'est là où vraiment on trouve les caroténoïdes, les composés phénoliques, les allyles, les isothiocyanate, les indoles, etc. Il y en a également, vous devez le remarquer, dans les herbes sauvages, dans les herbes aromatiques. C'est pas pour rien que dans l'alimentation méditerranéenne, cet aspect est important et tenu en compte. Dans l'huile d'olive, bien sûr, et aussi dans le vin, puisque le vin apporte du resveratrol et aussi des catéchines, d'autres composés phénoliques. Donc, vous voyez la suprématie des fruits et légumes dans cet apport d'antioxydants de tous les produits végétaux. Donc, la première recommandation, c'est de se dire que vous allez pouvoir additionner toutes les pilules que vous voudrez. Vous n'arriverez jamais à faire ce que fait un aliment. Et donc, c'est un aliment que vous consommez. Donc, c'est illusoire de vouloir remplacer tous les biofacteurs des aliments par des médicaments ou même des alicaments. Donc, ça, c'est une des premières recommandations. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut une alimentation variée, diversifiée dans ses sources, qui privilégie l'apport végétal, et tout ceci décrit bien sûr l'alimentation de type méditerranéen avec des fruits, des légumes et l'huile d'olive, vous avez vu. Donc j'aime bien terminer ma présentation par cette photo qui est une photo qui est prise au Brésil parce qu'elle montre comment on peut finalement préparer facilement pour la vente et pour la consommation des gens un ensemble de légumes variés, tout préparés, qui aident bien sûr tout le monde à les utiliser et à les consommer facilement. Je vous remercie.